Bonjour à tous. Je voudrais commencer cette conférence par un remerciement à Sensio Labs pour l'organisation, parce que même si des fois il y a des prises qui ne marchent pas, on a super bien mangé, on se rencontre, l'endroit est magnifique, donc merci beaucoup aux organisateurs, et je pense qu'on peut les applaudir tous ensemble. On va commencer cette première conférence de l'après-midi, qui est le créneau le plus difficile, avec une difficulté supplémentaire, puisque je vais perdre ma voix au milieu. Donc je vous demanderai de toute votre attention, et si jamais je perds la voix au milieu, je continuerai en langue des signes. Vous comprenez tous les signes compliqués, donc ça devrait passer. On va vous parler aujourd'hui avec Simon de la migration continue vers Symfony. On va parler d'agilité, mais on va avant tout commencer par se présenter. Moi, c'est Simon Roland, je suis chef de projet technique chez 20 minutes, une société que j'ai rejoint il y a maintenant quelques années. J'étais en charge de l'ensemble de la partie opérationnelle sur le projet que vous allez voir et également de beaucoup d'autres sujets. Et pour ma... Attends, mais non, il va me casser mon effet. Allez, pour ma part, je m'appelle François Zaninotto. Ouais, moi, je vais vous le présenter, François, à ma façon. Alors François, moi ça fait un moment que je le connais, puisque François tu étais dans l'aventure Sensio Labs, quelle année? 2004. 2004, c'est-à-dire avant Symfony. 2003. Et en plus ça s'appelle la migration continue vers Symfony, François. Ouais, donc François a rejoint l'aventure Sensio Labs avant Symfony, puis il a été un des premiers contributeurs avec Fabien, pour ceux qui avaient suivi les premières versions de Symfony. Il avait écrit le premier bouquin avec Fabien. Après, il n'a pas migré de façon continue vers Symfony, il est parti un petit peu, puis il est revenu plus récemment et on s'en réjouit. François est un mec assez incroyable, probablement un des mecs les plus difficiles à manœuvrer qui soit, c'est pour ça qu'il a quitté la boîte. Mais qu'il est revenu par la fenêtre ou encore différemment. Enfin, il est revenu, il coûte un peu plus cher, mais il est revenu quand même. Et puis aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier quand même, parce que bon, Symfony Live, c'est toujours un jour un peu particulier, mais aujourd'hui surtout, c'est les 40 ans de François. Alors 40 ans, ça se fête, hein. Normalement c'est l'âge de la sagesse et de la maturité. Bah, la preuve. J'espère qu'il sera un petit peu plus facile à manœuvrer, mais qu'il restera au même prix. Donc voilà, je voulais qu'on lui souhaite quand même un bon anniversaire. Il n'y a rien de mieux pour souhaiter un bon anniversaire que 600 Symfony fans lui chantent un joyeux anniversaire. Oh, carrément. François, joyeux anniversaire. Allez, enchaînez maintenant. Alors naturellement, qui dit anniversaire dit cadeau. Donc comme il a un peu trollé à un moment donné, en fait on va faire de François officiellement un fan absolu et définitif de Symfony, et je pense que pendant sa conférence, il va porter la tenue complète, avec la casquette, les lunettes et le t-shirt. Merci François. Si tu permets, je passe sur le t-shirt parce que j'ai mis ma plus belle chemise et tout, ça le fait pas, c'est pas bon. Ouais, j'ai crevé de chaud, super. Merci. Merci Greg. Merci beaucoup, merci à tous. Je suis très fier de partager mon 40e anniversaire avec vous. Je vois moins bien. Et on va du coup enchaîner tout de suite avec cette petite conf sur la migration continue, où on va parler des raisons pour lesquelles la migration, ça peut mal se passer. On va essayer de voir du coup comment la migration continue peut vous aider et comment en termes méthodologiques, en termes d'architecture logicielle et en termes d'infrastructure et d'exploitation, on peut vous donner des recettes testées et approuvées sur un projet, ma foi pas petit, et on va essayer de comprendre pourquoi la migration, ça peut mal se passer, donc au travers de cet exemple. L'exemple, c'est celui de la migration technique, de la refonte technique du site 20minutes.fr. Alors 20minutes.fr, vous le connaissez peut-être. Ce que vous connaissez peut-être pas, c'est ces chiffres. C'est le 3e site de news en termes de fréquentation en France. C'est le premier quotidien d'information papier.
C'est vraiment beaucoup de monde qui le consulte tous les jours. C'est pas mal de gens qui l'éditent aussi chaque jour. Et donc ça veut dire que quand on décide de refondre ce système, on ne peut pas dire on va l'éteindre et puis on va avoir une interruption de service pendant 2-3 semaines, puis on va le rallumer. Ça, c'est juste pas possible. Il y a évidemment un existant à conserver pour des raisons de SEO. Il y a beaucoup de code parce que l'existant a été construit sur une très longue période. Et le défi, c'était de migrer en 6 mois 20 minutes sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Etna. Etna, c'est le CMS de Marmelab, c'est ma société. J'ai même pas eu le temps de me présenter, du coup, je suis désolé. Je m'appelle François Zagnotto, je travaille chez Marmelab, bonjour. Et Etna, on a mis ce que tout Marmelab a appris au cours d'un certain nombre d'expériences heureuses et malheureuses de construction de CMS. C'est un CMS qui a tous les buzzwords que vous pouvez imaginer. Il y a du Symfony 2, il y a du Symfony CMF, du Jackrabbit, il y a du RabbitMQ, il y a du Elasticsearch, il y a du Sonata, il y a du Backbone, il y a du Docker. Bref, il y a plus de 100 000 lignes de code. Pas open source, je suis désolé. Donc on ne pourra pas vous en montrer de code aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que le périmètre de la bascule du CMS de 20 minutes vers Etna concernait le cœur du CMS, le back-office d'édition des contenus, le back-office d'édition de la page d'accueil et le front-office. Et on se dit, quand on fait une refonte, que la migration, c'est une formalité. La migration, vous savez, c'est ce passage d'un système à un autre qu'on fait au cours d'un événement festif et maîtrisé, en général en fin de projet, où il s'agit simplement de basculer les utilisateurs, les données, les fonctionnalités d'un système vers un autre. Et on se dit que c'est qu'une formalité, en tout cas en début de projet. Moi, mon métier, c'est aussi d'essayer d'imaginer les scénarios catastrophes, et je me fais souvent des films. Et au début du projet de 20 minutes, j'essaie d'imaginer toutes les façons dont ça pourrait mal se passer. Et je vais vous livrer un certain nombre de scénarios catastrophes que j'ai imaginés dans le cadre de cette migration. Vous avez peut-être déjà vécu ces histoires-là. Premier scénario catastrophe, pour éteindre un système, il faut que toutes les dépendances à ce système aient été basculées sur un nouveau système. Toutes les applications qui dépendent de l'ancien système 20 minutes, c'est y compris les moins prioritaires. Donc ça veut dire que si je veux éteindre l'ancien système 20 minutes, il faut que je migre des applications BlackBerry, Samsung, Bada, enfin des trucs sur des set-top box obscurs, des exports vers des partenaires dont le partenariat va s'arrêter quelques mois après la mise en production du nouveau système, des analytics qui tapent directement en base. Enfin, ça veut dire qu'on ne peut pas commencer la bascule effective tant qu'on n'a pas basculé la dernière application, la moins prioritaire, sur le nouveau système. Et dans ce scénario catastrophe-là, la refonte, elle ne prend pas 6 mois, puisqu'il faut migrer des trucs qu'on n'a pas du tout envie de refaire, etc. Dans ce scénario-là, la refonte, elle prend plutôt 24 mois. Et c'est pour ça que j'ai choisi de l'illustrer par un film que vous ne devez pas connaître, parce que vraiment, je suis trop vieux. Mais s'il y a 2 personnes dans la salle qui connaissent ce film, s'il vous plaît, levez la main. Merde. Oh. Super, je suis ravi. Mais peu importe le film, ce qui nous intéresse, c'est la leçon qu'il faut en tirer, c'est que l'ancien système, dans un projet de refonte, peut-être qu'il sera éteint, mais peut-être qu'il ne sera pas éteint. Peut-être que vous allez vous le cotiner pendant des années. Et surtout, ce qu'il faut, c'est pas le mettre, l'extinction de l'ancien système, sur le chemin critique de la migration. Il va falloir se préparer à migrer des portions d'applications, à ne pas migrer les applications qui ne sont pas prioritaires. Il va falloir se préparer à prioriser les migrations selon la valeur business. Alors, j'ai un deuxième scénario catastrophe que j'ai imaginé en début de projet. Souvent, quand on fait une refonte, on refond principalement le modèle de données. C'est ça qui trahit, qui produit des difficultés après un certain temps, parce que le modèle métier, le métier lui-même a changé, le modèle de données n'évolue pas assez vite, donc on fait surtout une refonte des couches basses, une réécriture, on dit souvent à isofonction, vous avez dû entendre ça dans les directions des systèmes informatiques, une refonte à isofonction. Une refonte à isofonction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 6 mois, l'équipe de développement n'est pas au service du métier. L'équipe de développement est au service de l'informatique, et au bout de 6 mois, elle sort un produit qui est moins bien que celui d'avant. Parce que celui d'avant, il a été testé, on a résolu tous les bugs. Le nouveau, comme on fait une refonte à isofonction, il a plein de bugs. Et puis surtout, les besoins, en 6 mois, ils ont changé. Donc, les utilisateurs, ils attendent pendant 6 mois sans voir rien changer, et au bout de 6 mois, ils voient quelque chose de moins bien. Donc, ils sont frustrés. Et ces projets-là, c'est souvent un gouffre financier, c'est souvent un four parce qu'ils n'ont pas de succès. Et j'ai choisi d'illustrer
par un film qui est lui-même un gouffre et un four, que vous avez peut-être vu ou pas. Enfin, il est totalement dispensable, c'est pas le principe. Ce qui m'intéresse, c'est que on ne peut pas imaginer une migration sans mettre de la valeur métier dedans. On ne peut pas faire une migration uniquement technique, il faut intégrer des évolutions obligatoirement. Il va falloir mettre en production dès les premières étapes pour ajuster en cas de dérive, donner de la visibilité et impliquer les utilisateurs très en amont. Un dernier scénario catastrophe, vous l'avez vécu, je suis sûr. Pour le nouveau système, on conçoit donc un modèle de données flambant neuf. On écrit un script de migration qu'on s'apprête à jouer au dernier moment, et puis là, dans le cadre de 20 minutes, il y a une bagatelle, 800 000 articles à migrer. On appuie sur le bouton de migration, enfin, on met le site en indisponibilité, on appuie sur le bouton de migration, et là, la migration se joue. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 24 heures, 48 heures. Le site est indisponible pendant 48 heures, le temps de la migration. Bon, le DSI évite de prendre la porte parce qu'il explique que c'était la faute du prestataire, mais peu importe, le site est en ligne, et là, les utilisateurs commencent à l'utiliser. Les éditeurs commencent à l'utiliser. Et ils se rendent compte que le script d'import n'a pas tout géré très bien. Il y a des petits cas limites, vous savez, des choses qu'on avait fait il y a longtemps. Ah, mais on avait oublié. Ah oui, on ne vous l'avait pas dit. Il y a là le titre, quand il y a un point-virgule au milieu, il faut le transformer en copyright. Oui, effectivement. Et donc il va falloir modifier le script d'import et le rejouer. Oui, mais problème, le temps qu'on fasse cette modification, les éditeurs ont déjà commencé à utiliser le nouveau système, ils ont créé des nouveaux contenus, ils ont modifié les contenus existants. Donc si je rejoue l'import une nouvelle fois, eh ben, je vais écraser ces données-là. Donc je vais être obligé aussi de développer un script d'export dans l'autre sens, pour d'abord récupérer ce que j'ai sur le nouveau système, et puis après rejouer l'autre. Donc je fais le script d'export, il prend 36 heures. Le script d'import, il reprend 48 heures, donc à nouveau indisponibilité. Dans ce scénario-là, ça n'en finit jamais. Interruption de 2 jours, toutes les semaines, pendant 2 mois. Et j'ai choisi d'illustrer par un film qui, là, du coup, j'ai essayé de me mettre à votre niveau, que vous connaissez forcément, un truc qui n'en finit jamais, et on ne sait jamais voilà, quand ça va se finir. Enfin, voilà, c'est à peu près l'histoire de ce scénario catastrophe. Et là, la leçon que je vais en tirer, c'est que les migrations de données sont au cœur d'un projet de refonte. Ce n'est pas le truc qu'on fait à la fin, c'est le cœur. Ces migrations, il ne va pas falloir attendre la fin du projet pour les développer. Les données initiales, elles sont toujours en mauvais état. Elles ne sont jamais, comme on vous dit, ouais, tu vas voir, c'est simple la migration. Point virgule, copyright, c'est facile. Il va falloir optimiser les imports, les exports, parce qu'ils vont être joués, pas une fois, ils vont être joués plein de fois. Même si vous pensez que ce sera qu'une seule fois, ils seront joués plein de fois. Il va falloir du coup les tester unitairement. Il va falloir comparer les pages générées par l'ancien système et par le nouveau système pour vérifier qu'on n'a rien oublié. Il va falloir trouver des mécanismes de mise à jour qui ne sont pas bloquants pour qu'on puisse continuer à utiliser le nouveau système, l'ancien système, même pendant une migration. Ces 3 leçons m'amènent à une conclusion qui est que tous ces scénarios catastrophes partent d'une erreur initiale commune. On pense que la migration, encore une fois le passage des utilisateurs, des données, des fonctionnalités de l'ancien système à un nouveau système, c'est un événement ponctuel. Les Américains, ils disent Big Bang. On dit c'est un Big Bang. En fait, ça ne se passe jamais comme ça. Une migration bouton rouge, ça se passe plutôt comme ça. Ça veut dire que le moment où on peut appuyer sur le bouton rouge, il est repoussé, repoussé, repoussé pour toutes les raisons que je vous ai exposées. La solution elle va nous venir de l'agilité. L'agilité, elle nous dit, si ça fait mal, faites-le plus souvent. Alors c'est pour ça qu'on parle de déploiement continu, c'est pour ça qu'on parle d'intégration continue, etc. Et on peut appliquer les principes de l'agilité à cette problématique de la migration. Et ça s'appellerait logiquement la migration continue. Les Américains, ils parlent incremental migrations. Et si vous devez retenir qu'une seule chose de cette présentation, c'est ce schéma, tout est dedans. Ça veut dire qu'au lieu de basculer d'un coup de l'ancien dans le nouveau système, on prévoit de le faire progressivement, dès le début et de manière incrémentale. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est un petit peu comme si on décidait d'habiter une maison en construction dès le premier coup de pelleteuse. Vous voyez ? Ça ne va pas forcément être très confortable. Donc il va falloir trouver, malgré tout, des recettes, des stratégies pour rendre ça acceptable. Et premier jeu de recettes que je vous propose, la partie méthodologique. La première chose, c'est qu'on va
se forcer à migrer dès le début. Alors, je vais plutôt vous poser le problème dans l'autre sens. La migration continue, je vous en ai parlé, c'est une des formes de l'amélioration continue, c'est une des formes de l'agilité. Quand je vous dis agilité, vous pensez sans doute Kanban, vous pensez Scrum, c'est des méthodes de projet, mais l'agilité, elle sert aussi à la gestion du produit. Elle sert à concevoir des produits de manière itérative. Et cette agilité-là nous donne des recettes assez concrètes qu'on peut appliquer à la migration. Et les recettes, voilà comment moi je les traduis. On commence à faire une première migration aussitôt que possible. Dans l'idéal, dès le premier sprint. On va travailler par sprint de 2 semaines. Et donc, dès la 3e semaine, ce qu'on a fait, on le met en production. Et s'il y a une migration de données, on la joue et on l'utilise. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans cette première itération? On va mettre les choses les plus risquées. On va mettre les jeux de données qui sont vraiment les plus critiques, les utilisateurs qui sont les plus chiants. Parce que si on doit se planter, autant de savoir tout de suite, pour être capable de corriger le tir rapidement. Et on va répéter ça toutes les 2 semaines. C'est-à-dire toutes les 2 semaines, le résultat du développement, on va le mettre en production et les données, les utilisateurs, les fonctionnalités, on va les migrer de l'ancien système vers le nouveau système. On va mesurer l'effet de chaque migration pour s'assurer que cette migration elle est efficace. Si d'ailleurs on n'est pas capable de mesurer l'effet d'une migration, je vais être un petit peu extrémiste, mais ce n'est pas la peine de la jouer. Si vous faites un développement informatique dont vous n'êtes pas capable de mesurer l'effet, ne le faites pas. La métrique est cœur dans notre métier et surtout pour donner des gages à nos clients. Et en fonction des retours d'utilisation, on va se forcer à reprioriser à nouveau toutes les 2 semaines parce qu'il y a des choses qui vont marcher plus ou moins bien que prévu. Alors cette agilité produit dont j'ai honteusement pompé le graphe principal qui ne s'appelle pas Migrate Measure Learn mais Build Measure Learn, elle s'appelle Lean Startup, elle s'appelle Customer Development, peu importe, l'idée c'est vraiment de dire je vais aller chercher des résultats très rapidement et ça passe par passer en production, migrer les données très rapidement. Deuxième recette méthodologique, le métier. Imaginez que dans votre cuisine, les meubles changent de place tous les jours. Le tiroir qui tenait les couverts avant, il était là, maintenant il est là, et le four, il est derrière la porte. Le jour où vous recevez des amis à cuisiner, ça va être compliqué, ça va être un petit peu énervant pour vous. L'informatique, c'est la cuisine du métier. Surtout si on fait de la migration continue. Il y a un gros problème de rythme d'évolution. Si nous, on est capable de mettre en production en continu, le métier, lui, les pratiques du métier n'évoluent pas à ce rythme-là. Et donc, dans le cas de 20 minutes, dans le cas de la rédaction de 20 minutes, il y a un vrai enjeu à les aider à supporter cette migration continue. Et il va falloir prévenir la résistance au changement, parce que les utilisateurs, on va leur demander de donner leur confiance à un outil qui n'est pas finalisé. Il va falloir qu'ils apprennent à utiliser l'outil sans trop passer de temps en formation ou sans attendre une formation, puisqu'en entreprise, une formation, ça se planifie, il y a des files d'attente, il y a un certain nombre de personnes, etc. On va devoir minimiser le temps passé à basculer d'un outil à un autre, l'entropie qui est décréée par la migration. Et pour faire ça, les moyens sont assez classiques, c'est encore une fois des moyens issus de l'agilité, mais on va commencer par créer de l'empathie entre les utilisateurs et l'outil. Et on va utiliser pour ça un outil qui s'appelle les personas, qui consiste à prototyper les utilisateurs dans des profils qui servent d'instruments de communication avec les équipes de développement. On va faire participer les utilisateurs aux ateliers d'exploration fonctionnelle, à la priorisation, aux démos. Il faut qu'ils soient vraiment acteurs du changement. Ceux qui n'ont pas basculé, on va leur donner envie de le faire par des teasers, des démos publiques, de la communication. On va faire basculer les utilisateurs par équipe, par service. On va commencer par une équipe pilote. On les choisit, si vous les connaissez, c'est les fameux early adopters. Donc c'est ceux qui sont prêts à tester un outil qui n'est pas finalisé, ils sont prêts à avoir des bugs. Et ils sont plus enthousiastes, mais ils sont aussi plus exigeants. Une fois qu'ils seront convaincus, ceux-là, ils deviendront vos évangélistes. Donc l'équipe pilote, elle est clé. On va inciter à la remontée d'informations en mettant des boutons de feedback pour que l'utilisateur n'ait pas à se poser la question comment est-ce que je remonte un bug. On va être très réactif sur ces remontées de bugs pour que dès la 2e itération, on commence à fixer les bugs qui ont été remontés par l'utilisateur. C'est important qu'il voit le résultat.
Et on va former en continu les utilisateurs aux nouveautés. Il n'y a que la présence humaine qui va permettre des utilisateurs d'un outil de s'approprier ces changements. Imaginez à nouveau que vous connaissez l'Oculus Rift, vous savez, le truc de réalité virtuelle, là, le casque qui permet de s'immerger. Imaginez qu'il sort demain. Ah, tout le monde est fou, j'en veux un, je le commande. Boum, 3 semaines de délai de livraison. Imaginez que pendant ces 3 semaines de délai de livraison, vous n'avez aucune nouvelle de votre paquet. Excusez-moi, vous allez être encore plus énervé. Imaginez en retour que vous avez une petite interface web qui vous permet de savoir que le paquet a quitté l'entrepôt, qu'il est au bureau de poste, qu'il va vous être livré ce soir. Là, l'attente va être plus facile. Et bien, dans un projet de refonte, l'attente du métier, elle est très forte. On lui dit, on va refondre l'outil sur lequel vous travaillez tous les jours. Et donc, il faut témoigner de l'avancée de cette refonte en permanence. Il va falloir donner des changements visibles à chaque itération, en production. Il va falloir se permettre aux utilisateurs de se situer dans une vision plus globale. Et donc, pour ça, on va commencer par prioriser les migrations sur les nouvelles features. Et puis, il faut offrir une visualisation du pourcentage de l'ancien système d'information pour communiquer. Alors, on a fait ça sur 20 minutes. On a commencé par cartographier l'existant, en rassemblant les fonctionnalités par application et en évaluant chaque fonctionnalité par niveau de complexité. La taille de chaque carré est fonction du niveau de complexité de la fonctionnalité à migrer. Ça, c'est l'ancien système d'information de 20 minutes, et il faut tout migrer. Et puis, on a mis tout ça dans un fichier de données, et on a renseigné pour chaque élément un pourcentage de migration. Et en fonction du pourcentage de migration, la couleur, elle est bleue si c'est pas migré, ou elle est rouge quand c'est complètement migré. Et on a commité ce fichier dans un repository, et on a animé ce fichier avec cette visualisation des 3.js. Et ça nous a permis, au fur et à mesure des sprints, de donner une visualisation de l'avancée de la migration, qui est accessible par tout le monde, et c'est un petit peu comme une barre de progression. On est capable à n'importe quel instant de se situer où on en est de la migration. C'est un très bon vecteur de communication du changement. Je vais vous parler maintenant de stratégie d'architecture logicielle pour la migration continue. Je passe d'abord très vite sur quelque chose qui est un poncif aujourd'hui. L'architecture orientée service, tout le monde en a parlé déjà dans les conférences, c'est une obligation. La migration qu'on fait aujourd'hui avec 20 minutes, ce ne sera pas la dernière. Et aujourd'hui, elle n'est pas facile parce que le système est assez monolithique. Autant d'ores et déjà préparer la suivante et donc découpler l'application. Bon, les recettes, vous les connaissez, c'est des services indépendants qui peuvent utiliser chacun leur propre technologie, qui communiquent de manière standardisée avec de l'HTTP ou de la MQP. Et dans le cas de 20 minutes, c'était pas juste on fait une grosse application et puis on dit qu'on fait des services. Non, on a vraiment fait un outil d'interrogation des comptes sociaux en Node.js, il y a une plateforme d'affichage des images qui est en Python, une API pour une médiathèque qui est en Silex, un outil de gestion de page d'accueil qui est en Backbone.js, des workers RabbitMQ en Symfony 2. On n'a pas fait les choses à moitié. Je recherche ma souris, excusez-moi. Les limites, c'est que quand on découpe une application en beaucoup de petits services, ça devient difficile pour les développeurs de faire un setup de l'application et d'éveiller tous ces services au moment où on veut faire les tests. Et les travaux de Marmelab sur Docker et Gaudi nous donnent une piste de résolution là-dessus, mais on n'a pas encore tout à fait résolu le problème. Un des premiers problèmes qu'on se pose dans la migration continue, c'est la synchronisation des persistances. Et oui, parce que les deux back-office, l'ancien et le nouveau, doivent pouvoir être utilisés en parallèle, parce que la migration va concerner qu'une partie des équipes, une partie des rubriques ou une partie des fonctionnalités. Donc les données peuvent être modifiées de part et d'autre. Comment est-ce qu'on peut les synchroniser alors que les modèles de données sont différents? C'est une problématique courante d'import-export, mais où il peut y avoir des petites subtilités. Alors, je vous montre un diagramme de séquence qu'on ne voit pas assez, je trouve, parce que c'est des diagrammes qui sont assez parlants. Comment ça se passe quand un utilisateur sur l'ancien système modifie, crée un nouveau contenu? Eh ben, c'est très simple. Le back-office va envoyer un message asynchrone à un service d'import qui va lui récupérer le contenu,
le transformer et le persister dans la nouvelle persistance, donc Jackrabbit, dans le cadre du nouveau système. L'appel au service d'import est asynchrone pour ne pas bloquer l'utilisateur sur le back-office. Donc on utilise RabbitMQ pour ça, pardon. Et le référentiel, ça reste le système legacy, et le mapping entre l'ancien et le nouveau système, on va le persister dans la nouvelle persistance, dans Jackrabbit. Donc dans Jackrabbit, on aura un identifiant primaire Jackrabbit et on aura un legacy ID. C'est lui qui sera capable de faire le mapping. Et on fait ça parce qu'on ne peut pas ou on ne veut pas modifier le modèle de données de l'ancienne plateforme. Donc ça, c'est quand on modifie un contenu sur l'ancienne plateforme, c'est facile. Quand on modifie un contenu sur la nouvelle plateforme, c'est facile aussi, quoique ça se passe dans l'autre sens. Quand j'écris un contenu, le back-office appelle un service d'export en asynchrone qui va récupérer la donnée dans Jackrabbit et l'écrire dans MySQL. Oui, mais il manque le mapping entre l'ancien et le nouvel identifiant. L'ancien identifiant, le legacy ID, n'existe pas tant que je n'ai pas persisté dans l'ancienne base de données. Vous m'avez suivi. Donc il y a un retour obligatoire à ce niveau-là. L'importeur et l'exporteur, ces deux services, ils sont déclenchés pas par un hook post-persist dans l'ORM, parce que sinon vous allez partir dans une boucle infinie qui va finir en segmentation fault. Donc ils sont vraiment déclenchés par les contrôleurs. Ils vont être déclenchés ici par un contrôleur du back-office, éventuellement les contrôleurs d'import des partenaires ou des commandes quand vous faites l'import initial. Et ces scripts d'import et d'export, eh ben, c'est des citoyens de première classe de votre architecture. Il faut les unit tester à fond. Il faut les profiler. Il faut améliorer leur performance pour qu'ils aient un temps d'exécution qui soit vraiment le plus réduit total. Et on va tester la boucle import d'un article, réexport de l'article et vérifier que le contenu n'a pas été modifié par l'import et l'export. Et c'est obligatoire pour détecter les cas limites. Et on va faire ça, pas sur un ou deux articles, on va faire ça sur une centaine de milliers d'articles pour vérifier qu'on ne change rien. Il y a un petit problème dans ce que je vous ai montré, c'est que on a le mapping avec les deux identifiants que de manière asynchrone dans le nouveau système. Et on a créé aussi un couplage entre l'ancien et le nouveau système. Imaginez que sur le nouveau système, il y ait des fonctionnalités qui dépendent du legacy ID, ce qui était le cas dans le cadre de 20 minutes avec une fonctionnalité d'article lié. Eh ben, on ne peut proposer cette fonctionnalité d'article lié que quand on a récupéré le legacy ID. Donc ça veut dire que pour l'utilisateur, il enregistre un contenu sur le nouveau back-office, la page se raffiche, mais il n'a pas la fonctionnalité d'article lié parce que la récupération du legacy ID, elle se fait en asynchrone. Pas terrible. En termes d'ergonomie, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas terrible. Donc la solution, c'est de supprimer le couplage temps réel, et ça passe par la capacité pour le nouveau système de créer lui-même des legacy ID. Et oui, mais les legacy ID sont créés par legacy avec une base MySQL auto-incrémentée. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il va falloir éviter les conflits. La solution n'est pas très compliquée. On va créer un moteur incrémental qui peut être basé sur MySQL aussi, et qui, côté legacy, va créer des identifiants, des séquences impairs, ou pairs, pardon, et impair côté legacy et pair côté nouveau système, peu importe, vous m'avez compris, au moment où on fera la synchronisation, il n'y aura pas de conflit. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je crée un contenu sur le nouveau système? Je vais commencer par appeler le générateur de séquences, et donc je pourrais d'ores et déjà enregistrer un contenu qui aura un nouvel identifiant et un legacy ID. Et ensuite, je pourrais appeler l'export, mais j'ai plus de dépendance sur mon back-office au fait de rapatrier un legacy ID de legacy, puisque je l'ai déjà. Et là, on a rendu à nouveau synchrone l'ensemble des fonctionnalités du nouveau back-office, et on a enlevé un couplage. Autre recette pour la migration continue, recette d'architecture. Les pages d'un CMS contiennent souvent beaucoup d'éléments. Il y a évidemment, sur une page article, vous avez le cœur de l'article, mais il y a aussi le titre, les menus de navigation, les blocs contextuels, les tags, les rebonds, les pubs, etc. Si on doit attendre d'avoir migré tous ces blocs pour être capable de migrer la page, voilà, à nouveau, on a le syndrome du bouton rouge qui s'éloigne et on n'y arrive jamais.
Fort heureusement, une fois qu'on a une nouvelle persistance, qu'on a fait nos scripts d'import-export et de synchronisation, on est capable, sur la base du nouveau système, de créer peut-être un sous-contrôleur juste d'articles, et avec les ESI, d'intégrer ce nouvel élément dans une page qui reste la page de l'ancien système. Elle reste servie par l'ancien système, et un morceau de la page va être servi par le nouveau système. Et donc je peux mettre en production tout de suite. Je peux migrer tout de suite sur des nouvelles fonctionnalités. Donc s'il y a des nouvelles fonctionnalités qui ne peuvent être faites que par le nouveau système sur la page article, je peux les avoir sans attendre d'avoir migré les headers, la pub, les tags et compagnie. Et on va migrer les blocs comme ça un par un, et en vérifiant à chaque fois que tout se passe bien, notamment au niveau de la performance. Et une fois que la page qui est en production n'est plus qu'un assemblage, enfin une coquille vide, un gros gruyère qui contient que des trous qui sont remplis par l'autre système, on peut mettre le contrôleur de page sur le nouveau système, rapatrier les blocs, et là, enfin, on est capable d'éteindre l'ancien système. Ça permet de faire de la migration continue en front, et ça marche très bien. Il va falloir que vous mettiez un reverse proxy pour aiguiller les requêtes en fonction de ce que vous choisissez de migrer ou pas, mais de toute façon, vous devez en avoir un. Il y a une limite à ça, c'est que souvent, quand le client demande d'implémenter la nouvelle vue d'article, il va vouloir en profiter pour faire une refonte graphique. Et une refonte graphique par bloc, ça ne marche pas. Donc, on risque de développer 2 fois les blocs, une fois avec l'ancienne charte graphique et une fois avec la nouvelle. Là, on a eu quelques difficultés avec 20 minutes. Dernière recette, les migrations, souvent, elles sont couplées entre elles. Souvent, on doit faire la première pour faire la suivante. Je vous donne un exemple concret pour 20 minutes. Il y avait une médiathèque, ou gestion d'images, de retaillage d'images, de métadonnées et compagnie. Cette médiathèque, elle avait elle-même un projet de migration. Ça veut dire qu'au moment où on allait brancher Etna avec la médiathèque, il fallait attendre que la médiathèque soit migrée. Et donc, on était vraiment contraint par un autre planning qu'on ne maîtrisait pas. Pour éviter d'attendre que cette médiathèque soit migrée, il a fallu qu'on découple les 2 applications, et on fait ça avec des couches d'anticorruption. Donc il y avait l'ancienne médiathèque, on avait le CMS Etna, et on n'a pas branché directement le CMS sur la médiathèque, on l'a branché sur un composant qu'on a lui-même branché sur la médiathèque, une API, et qu'on a développé pour l'occasion, et on a développé le client de l'API côté Etna. Et c'est vraiment une couche de découplage entre les deux, et ça nous a permis d'utiliser l'ancienne médiathèque immédiatement. Quand la nouvelle médiathèque est arrivée, ça prend une plombe, on a exigé que cette nouvelle médiathèque utilise une API semblable à celle de l'ancien système de données, et du coup, on a pu commencer à migrer l'ancien site avant même que la médiathèque soit terminée. J'en ai terminé avec les stratégies d'architecture logicielle pour la migration continue. On va parler un petit peu d'infrastructure avec Simon. Exactement. Alors on a vu comment on pouvait faire une application qui était agile et avancer progressivement. Comment derrière on va pouvoir modeler son infrastructure, la manipuler pour rester agile et avancer. Parce qu'au début du projet, on n'a vraiment qu'une vague idée de l'infrastructure qui va être nécessaire. On sait qu'on va avoir des frontaux, on sait qu'on va avoir des bases de données, mais pas beaucoup plus. Les besoins, ils ne sont pas définitifs. Et le système, il va évoluer rapidement et on va ajouter des briques, un serveur de recherche, RabbitMQ et d'autres services. Et il faut effectuer un déploiement très rapidement pour évaluer petit à petit et rajouter ces services progressivement. L'architecture orientée service, c'est bien, mais ça complexifie grandement l'infrastructure. On a plus de setup à faire et les environnements de développement, ils vont rapidement se complexifier. Donc il va falloir développer de nombreux services pour ça. La migration continue, elle impose donc une chose, c'est d'abord de virtualiser son infrastructure. Combien de serveurs je vais avoir besoin à la fin, vous n'en avez pas vraiment idée, et la virtualisation, elle va vous aider. Il faut aussi que l'équipe de développement elle ait une bonne culture de l'opérationnel, qu'elle soit Ops, et qu'elle puisse comprendre quels sont les besoins et quels sont les impacts sur l'infrastructure et les modifications qui vont en découler quand un besoin va émerger. On va également simplifier la configuration des VM pour pas que l'ensemble des équipes de développement ait à faire le travail N fois. Et pour certains services, on va automatiser aussi avec Docker par exemple, où on a pu tester Gaudi. Et les déploiements, eux, ils vont être automatisés. Alors il y a un outil qui est très simple, hein, c'est Capistrano,
et qui est utilisé, qu'on utilisait déjà avant et qui est vraiment fait pour ça. Maintenant, on a eu quelques soucis. Puppet, c'est bien, mais c'est lourd, très très lourd. Et finalement, il s'est révélé qu'un simple script shell nous permettait d'aller plus rapidement et à maintenir, c'était également plus simple. Alors après, Capistrano, il peut aussi avoir des problèmes, par exemple Bower, qui peut poser des problèmes. Maintenant, on a vu, on va déployer très rapidement l'application aux utilisateurs. Très rapidement, ça veut dire que l'infrastructure, elle n'est pas forcément prête, entièrement finalisée. L'infrastructure, elle va donc pas être 100% redondée et surtout, on va avoir des défauts, on va avoir des bugs qui vont se produire dès le départ. Et certains problèmes vont aussi induire des problèmes d'indisponibilité. Par exemple, on va avoir régulièrement des réindexations. Ces réindexations, elles vont prendre du temps, parfois beaucoup de temps. Comment on va pouvoir le gérer? Donc l'infrastructure, au départ, on ne va pas forcément tout redonder, tout backupper. S'il y a une perte de données, ce n'est pas très grave. On a vu, tout est synchronisé avec l'ancien et le référentiel reste l'ancienne base de données. S'il y a un problème, on réimporte. On perd du temps, certes, mais il n'y a pas de problème et on a pu avancer comme ça régulièrement tout au long du projet. Chaque migration, on va aussi faire la migration dans un sens, mais aussi prévoir le rollback. S'il y a un problème, on revient en arrière. On va aussi profiter, dans notre cas de Jackrabbit, du versionning des données. Si on avance et qu'on a des problèmes, la fonction de suppression elle est désactivée, on va plutôt dépublier. Et s'il y a un incident, c'est pas grave. On a toutes les données, tout est versionné et on revient en arrière. On n'a pas de perte de données. L'ancienne plateforme, elle est entièrement disponible tout le temps. Les utilisateurs, au départ, certains utilisent le nouveau back-office, d'autres l'ancien, et progressivement, ils passent tous sur le nouveau. S'il y a un problème sur le nouveau, ils peuvent basculer sur l'ancien, tout reste synchronisé. Il y a vraiment du failover et on peut gérer ça tout très bien. Toutes les équipes, s'il y a un bug, on corrige rapidement, on déploie, tout le monde peut déployer et tout le monde peut tester. De toute façon, il y a une intégration continue, il faut vraiment valider l'ensemble, faire des tests fonctionnels qui sont vraiment fournis. Il y a un problème quand il y a des bugs, c'est que les utilisateurs ils sont rapidement déçus. Donc, on leur apporte des nouvelles fonctionnalités, on leur apporte un gain de productivité, ils sont contents, mais si ça plante, c'est pas génial. Donc, on va profiter aussi de maîtriser un peu cet ascenseur émotionnel et apporter de nouvelles fonctionnalités et puis rassurer régulièrement là-dessus. Maintenant, comment on teste? Comment on teste? Comment on valide que notre nouveau système il est efficace et qui va fonctionner régulièrement? Certains cas d'erreur, ils vont apparaître que en production. Alors, sur des gros volumes de données, par exemple. Et en plus, vos product owners, ils ne connaissent pas forcément tous les cas limites. Comment c'était fait il y a 5 ans chez 20 minutes? Peu de monde le sait, voire personne ne le sait. Donc ces cas limites, vous allez les découvrir au fil du projet. Il va donc falloir être en mesure de tester en production. Alors on a vu, on peut mettre des ESI. Ces ESI, ils vont rapidement vous donner, ils vont en tout cas vous donner une idée de comment se comportera votre infrastructure. Au départ, vous les mettez sur 10% de votre contenu, puis 25%, puis 50%, puis 100%, et vous voyez comment se comporte votre application. Vous pouvez aussi mettre des feature flags, que certains utilisateurs qui vont recevoir certaines fonctionnalités. Et surtout, il faut aussi, bien sûr, mettre un environnement de staging, un environnement de pré-production sur des volumes de données complets, sur lesquels vous allez jouer les migrations et voir combien de temps elles vont prendre et quel va être l'impact une fois passé en production. Il faut vraiment mesurer tout. Alors ça passe des mesures classiques type système, quelle est la performance, CPU, mémoire, sur les frontaux, sur les back-office, sur les bases de données. Il faut également pouvoir remonter les erreurs. Alors ça, il y a par exemple un service qui s'appelle Sentry qui permet très bien de le faire et de remonter les erreurs aussi bien côté serveur, mais aussi côté client. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un bug JavaScript? Comment on va le reproduire? Si vous avez la trace, c'est une bonne chose. On va aussi faire des choses simples, comme compter les contenus. Combien de données j'ai dans mon ancienne base de données? Combien j'en ai dans la nouvelle? Théoriquement, j'ai une synchronisation, j'ai aucun écart. S'il y a un écart, il y a un problème. Et on va aussi, bien sûr, utiliser
les métriques d'audience. On a un nouveau site, on a des ESI. Normalement, on n'a pas d'impact. Vous ne le voyez pas, vous n'utilisez pas toutes les pages, et potentiellement, vous avez un impact en termes de référencement sur votre site qui va être dégradé. Comment vous le mesurez? Eh bien, c'est simple, vous regardez l'audience. Si elle baisse, c'est pas bon. C'est l'heure de la conclusion. La migration 20 minutes, elle est toujours en cours. Je ne sais pas vous dire si la migration continue, elle aura permis d'assurer le succès de cette migration. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle nous a permis d'éviter un certain nombre d'échecs. La migration continue, c'est donc un moyen de refondre un système de façon agile, mais ça sert bien au-delà des projets de refonte. Parce qu'avec la gestion de produits agiles, on commence à refondre un système dès la deuxième itération. Et à chaque nouvelle itération, on va retoucher des fonctionnalités qu'on a déjà construites parce qu'on a des métriques d'utilisation qui nous amènent à ajuster le produit. Ça veut dire que les préceptes de la migration continue, ils sont valables pour les migrations comme pour les nouveaux projets. Je terminerai en disant qu'on a tous dans la vie une migration qui nous attend. Ne faites pas attendre vos migrations. Commencez à migrer vos données, commencez à migrer vos utilisateurs, commencez à migrer vos fonctionnalités dès maintenant. Pas besoin d'attendre la refonte. La migration continue, elle vous permettra de réduire les risques, elle vous permettra de réduire le stress. La migration continue vous permettra tout simplement de mettre en ligne. Je vous remercie. Merci. J'aurais aimé savoir quelle avait été la taille de l'équipe que vous avez constituée pour cette refonte. Alors c'est une équipe mixte. On a la particularité d'avoir travaillé en collaboration avec les équipes techniques de 20 minutes. On avait un plateau projet de 4 personnes chez Marmelab, en collaboration avec un plateau projet de 3-4 personnes aussi, Voilà, voire 5. chez 20 minutes. Voilà. Et on a donc fait toute la quincaille, le scrum de scrum, pour essayer de faire communiquer des équipes qui en plus travaillaient à distance. Mais la communication n'a pas été un enjeu là-dessus, puisque on va dire que les technologies modernes nous permettent de faire ça assez efficacement. Et ben, il me reste à vous remercier. Bon après-midi. Merci.